Par une nuit sans lune au-dessus des eaux sombres du détroit d'Ormuz, 6 missiles balistiques hypersoniques iraniens Fatah-1 percèrent l'obscurité à des vitesses frôlant 13 fois la vitesse du son. Aucun avertissement, aucune déclaration. Simplement 6 ogives manœuvrantes hurlant en direction de l'USS Abraham Lincoln à 16 000 km/h. Chaque missile transportait 400 kg d'explosifs à haute puissance, dirigés droit sur le navire de guerre le plus coûteux jamais construit. Le commandement des gardiens de la révolution islamique était convaincu que la surprise conjuguée à une vitesse écrasante suffirait à briser les défenses aériennes américaines. Il croyait que la vélocité hypersonique était synonyme d'invincibilité. Ils n'avaient là pas la moindre idée qu'ils attaquaient le réseau défensif le plus stratifié jamais déployé en mer. Et ils n'avaient certainement pas anticipé la riposte des F-35. Le détroit d'Ormuz n'est pas qu'une simple étendue d'eau. C'est un goulot d'étranglement de 21 milles nautiques à travers lequel transite chaque jour 20% du pétrole mondial. Suffisamment étroit pour que les batteries côtières iraniennes puissent couvrir presque chaque point de passage. Suffisamment profond pour que des sous-marins s'y dissimulent en silence. L'Iran a consacré 4 décennies à transformer ces 21 milles en forteresses. Missiles anti-navires le long des côtes, mines navales, vedettes rapides d'attaque et désormais le joyau de l'arsenal, le missile balistique hypersonique Fatah-1, dévoilé quelques années plus tôt et mis en service opérationnel peu avant le jour de l'engagement. Conçu spécifiquement pour neutraliser les défenses des groupes aéronavals américains par la vitesse et la manœuvrabilité imprévisibles, le Fatah-1 repose sur une conception à 2 étages à propergol solide, équipé d'un véhicule de rentrée manœuvrant. Une tuyère mobile permet des ajustements de trajectoire dans toutes les directions. L'ogive peut dévier à gauche, à droite, vers le haut, vers le bas, en plein vol. Les analystes occidentaux demeurent sceptiques quant à certaines affirmations iraniennes, mais ce missile vole suffisamment vite et manœuvre suffisamment agressivement pour compliquer sérieusement son interception terminale. Et 6 de ces engins fonçaient désormais vers un porte-avions d'une valeur de 13 milliards de dollars. L'USS Abraham Lincoln ne navigue jamais seul. Sa protection commence à 300 milles. Avions de reconnaissance, satellites de surveillance, capteurs sous-marins. Ces missiles furent détectés 11 secondes après leur ignition, suivis en continu par des capteurs infrarouges en orbite. Au moment où les ogives amorcèrent leur descente terminale, le groupe d'attaque du Lincoln savait exactement où elles se trouvaient, à quelle vitesse elles se déplaçaient et quand elles atteindraient leur cible. À l'intérieur du centre d'information de combat du porte-avions, l'atmosphère bascula instantanément. Un éclairage bleu tamisé, des rangées d'opérateurs à leur console. Pas de cris, pas de panique, uniquement une précision mathématique froide et implacable. Le radar AN/S PI6 identifia les 6 contacts à 180 milles nautiques. Ce n'est pas une antenne rotative issue d'un musée de la guerre froide. Le SPI6 est un réseau à balayage électronique actif doté de 37 faces radar fonctionnant simultanément. Il suit plus de 1000 cibles à la fois, tout en générant des images tridimensionnelles suffisamment précises pour distinguer une ogive hypersonique de son étage propulseur à des portées dépassant 200 milles. Les 6 missiles iraniens illuminaient chaque écran du groupe d'attaque comme des sapins de Noël. La voix de l'officier d'action tactique trancha l'espace du centre. Vampire, vampire, vampire. 6 contacts balistiques entrants, relèvement 042. Vitesse 13 fois la vitesse du son. Temps avant impact, 4 minutes 20 secondes. Armes libres, engagées avec les SM-6. Lancez les appareils en alerte. Le premier échelon défensif s'activa. Le destroyer USS Delbert D. Black pivota pour démasquer ses cellules de lancement verticales avant. Son système de combat Aegis avait déjà calculé les solutions de tir pour les 6 contacts. Les intercepteurs SM-6 Block 2A, attendant dans leur tube de lancement, Mark 41 représente la défense primaire américaine contre les menaces hypersoniques en phase terminale. Chaque missile coûte 4 300 000 $. Chacun vole à des vitesses dépassant 3,5 fois la vitesse du son grâce à ses moteurs fusées à double poussée. Chacun emporte une tête chercheuse radar active, dérivée de l'AIM-120, associée à des systèmes de guidage sophistiqués qui n'ont pas besoin du GPS pour fonctionner.
Son principe de fonctionnement est le suivant. Le SM-6 décolle en navigation inertielle, un système gyroscopique interne élaboré qui connaît sa position sans signal extérieur. Il parcourt l'essentiel de ses 240 milles nautiques de portée par estime, avec des corrections de cap périodiques depuis le radar du navire. Ce n'est que dans ces ultimes instants que sa tête chercheuse radar active s'illumine. En phase terminale, le missile supporte jusqu'à 50 fois la gravité pour garantir l'interception d'une cible se déplaçant 3 fois plus vite qu'une balle de fusil. Le premier SM-6 jaillit de son tube. 12 autres suivirent en rapide succession avec des cadences décalées et des angles d'approche multiples. L'objectif n'était pas d'abattre chaque missile à coup sûr. L'objectif était de contraindre les ogives iraniennes à des manœuvres d'évitement qui dissiperaient leur énergie cinétique et perturberaient leur guidage terminal. Chaque Fatah 1 forcé à esquiver un intercepteur était un Fatah 1 qui n'était plus sur le cap du porte-avions. Mais le barrage de SM-6 n'avait jamais été conçu pour agir seul. C'était la mise en place du véritable contre-coup. Sur le pont d'envol du Lincoln, le chaos maîtrisé se métamorphosa en précision absolue. 4 F-35C Lightning II avaient été maintenus en alerte, pilotes sanglés à leur siège, moteurs à température. Le système de lancement électromagnétique du porte-avions vrombissait. Les MALS utilisent des moteurs à induction linéaire pour accélérer un aéronef de 0 à sa vitesse de décollage en moins de 2 secondes. Le premier F-35C s'engagea sur la navette de catapulte. 3 secondes de vérification finale. Feu vert. Le turboréacteur Pratt & Whitney F-135 mugit en post-combustion totale. Le chasseur de 27 tonnes s'arracha de la proue à 275 km/h et grimpa durement dans les ténèbres. 3 autres F-35C suivirent à des intervalles de 15 secondes. Indicatif d'appel, vol faucheuse. Leur mission était simple, localiser les lanceurs mobiles iraniens et les détruire avant qu'ils puissent se recharger. Chaque F-35C emportait 4 missiles AIM-120D AMRAAM dans ses soutes internes. Plus de AIM-9X Sidewinder sur les pylônes d'extrémité de voilure. Les missiles extérieurs compromettèrent la furtivité, mais cette nuit-là, la rapidité et la létalité primaient surtout. L'essentiel était d'atteindre les sites de lancement avant que les défenses aériennes iraniennes ne puissent réagir. Le radar AN/APG 81AESA du F-35C accrocha les lanceurs mobiles à 97 milles nautiques. La technologie de fusion de capteurs combina les données radar avec le ciblage infrarouge et le renseignement électronique pour dresser un tableau tactique complet. Les pilotes voyaient tout, les batteries de missiles solaires S, A-15 Gauntlet qui s'activaient, les vedettes rapides quittant précipitamment leur base côtière et 3 véhicules érecteurs lanceurs encore visibles à l'imagerie thermique, à proximité de leur position de tir. Quelques instants plus tard, les missiles iraniens se trouvaient à 90 secondes de l'impact. Les intercepteurs SM-6 entraient en contact. La première ogive Fatah tenta de dévier vers la gauche pour esquiver le missile défensif entrant. Sa tuyère mobile redirigea la poussée. L'ogive se décala de 200 mètres par rapport à sa trajectoire initiale. Ce n'était pas suffisant. Le fusible de proximité du SM-6 déclencha la détonation à 12 mètres au-dessus de la cible. Des milliers d'éclats de tungstène lacérèrent le système de guidage et les surfaces aérodynamiques de la tête de guerre iranienne. Le missile s'effondra dans le golfe Persique à 22 km du porte-avions. Amérissage. Aucune explosion. Juste une masse inerte frappant l'eau à vitesse terminale. Les deuxième et troisième Fatah 1 connurent des sorts similaires, interceptés, détruits, leurs débris éparpillés sur l'eau sombre comme des confettis hors de prix. Mais le quatrième missile passa. Il avait exécuté une manœuvre de décrochage particulièrement agressive pendant sa descente, à gauche, à droite, plongeant selon un angle plus accentué que ce qu'avaient anticipé les SM-6. Au moment où les missiles défensifs rectifiaient leur trajectoire, l'ogive se trouvait déjà à l'intérieur de leur enveloppe d'engagement. Trop proche, trop rapide. Le dernier intercepteur la manqua de 80 mètres. Peu de choses à l'échelle d'un combat naval, mais suffisant. Le dernier rideau défensif du Lincoln s'activa automatiquement, sans aucune commande humaine. Le système de missiles à fuselage, tournant RIM 116,
accrocha l'ogive entrante à 9 km. Ce sont des armes de défense ponctuelles, à courte portée, haute vitesse, conçues spécifiquement pour les cibles ayant percé les couches défensives extérieures. L'intercepteur RAM fut lancé. 12 secondes de vol. L'ogive iranienne descendait à 8 fois la vitesse du son, ralentie par la friction atmosphérique, mais se déplaçant encore assez vite pour transformer un quasi-raté en coup mortel. L'interception se produisit à environ 850 mètres au-dessus du pont d'envol du porte-avions. La tête à tige continue du RAM détonna. Les 400 kg de charge explosive du Fatah 1 s'embrasèrent en plein air. Un éclair suffisamment intense pour aveugler temporairement chaque marin sur le pont. L'onde de choc fit vibrer les hublots. Des éclats tombèrent en pluie. 3 blessés légers par éclat d'obus. 0 perforation du pont d'envol blindé du porte-avions. Le Lincoln traversa le nuage de débris sans modifier ni son cap ni sa vitesse. Les 5e et 6e missiles iraniens n'atteignirent jamais la zone défensive extérieure. Les intercepteurs SM-6 les cueillirent à 60 km. Neutralisation nette. L'engagement complet avait duré 3 minutes 47 secondes, du premier lancement au dernier amérissage. L'attaque iranienne était terminée. La contre-attaque américaine ne faisait que commencer. Quelques minutes à peine après l'extinction du dernier missile ennemi, le vol Faucheuse pénétrait dans l'espace aérien iranien. Les F-35C n'étaient pas là pour combattre en duel aérien. Ils étaient là pour délivrer un message rédigé en violence guidée avec précision. Chaque chasseur avait reçu les coordonnées de ciblage des lanceurs mobiles. Chaque pilote savait exactement où les trouver. Les défenses aériennes iraniennes détectèrent les F-35C au franchissement de la côte, mais la détection et l'engagement sont deux réalités très différentes. La faible signature radar des appareils, combinée à leur suite avancée de guerre électronique, créa un cauchemar de désignation d'objectifs pour les opérateurs iraniens. Les batteries SA-15 Gauntlet tirèrent 9 missiles sur des fantômes radars et des signatures de brouillage. Aucun ne trouva sa cible. Au moment où les opérateurs iraniens comprirent que les F-35C n'étaient pas à l'endroit indiqué par leur radar, les chasseurs américains avaient déjà lâché leurs armements. 12 missiles AIM-120D AMR-AAM s'échappèrent des soutes en rafales cadencées. Guidage radar actif autonome avec mise à jour inertielle en phase médiane. Chaque missile fonçait vers sa cible assignée à 4 fois la vitesse du son. Les véhicules érecteurs-lanceurs n'eurent jamais la possibilité de se déplacer. Détruire un lanceur mobile n'est pas la même chose que frapper un objectif fixe. La cible n'est pas un bâtiment, c'est un camion. Un camion peut être blindé. Un camion qui contient assurément du propergol solide hautement volatile. L'objectif n'est pas simplement de le neutraliser. L'objectif est de s'assurer qu'il ne pourra plus jamais tirer. Le premier AMRAAM percuta le premier lanceur au moment précis où son équipage réalisa qu'il était sous le feu. La tête militaire à fragmentation de 18 kg détonna contre le système hydraulique du lanceur. Des explosions secondaires suivirent. Le missile Fatah 1, restant à bord du véhicule, s'embrasa simultanément. Le cratère de l'impact était visible depuis l'espace. Les 2e et 3e lanceurs connurent des fins identiques à 8 secondes d'intervalle l'un de l'autre. Les pilotes du vol Faucheuse ne descendirent jamais en dessous de 4500 mètres, ne s'approchèrent jamais à portée visuelle, ne s'exposèrent jamais aux défenses anti-aériennes à courte portée. Ils larguèrent leurs armements depuis au-delà de l'enveloppe d'engagement et remontèrent en direction du porte-avions avant que les intercepteurs iraniens n'aient pu décoller. Le soleil commença à se lever sur le détroit d'Ormuz. L'ensemble de l'engagement avait duré 11 minutes. 6 missiles hypersoniques iraniens détruits, 3 lanceurs mobiles anéantis, un quasi-impact ayant causé des blessures légères et absolument aucun impact opérationnel sur le porte-avions. L'Abraham Lincoln poursuivit sa patrouille. Son groupe aérien effectua des opérations planifiées jusqu'en fin de journée. L'incident fut consigné, analysé et classé. L'analyse des coûts raconte l'histoire que l'Iran ne veut pas qu'on raconte. 6 missiles Fatah 1 furent dépensés à 1 200 000 $ l'unité, coût matériel total 7 200 000 $. En ajoutant les dépenses opérationnelles, le coût total de l'attaque dépassait les 12 millions de $. Ils ne détruisirent rien, n'endommagèrent rien.
Leurs 3 lanceurs mobiles étaient évalués à environ 8 millions de dollars chacun. Les pertes iraniennes totales dépassèrent 36 millions de dollars. Les États-Unis dépensèrent 13 intercepteurs SM-6 à 4 300 000 dollars pièce, coût total 55 900 000 dollars. 12 missiles AIM-100 20D à 1 800 000 dollars l'unité, coût total 21 600 000 dollars. Missiles RAM, environ 900 000 dollars. Carburant et coûts opérationnels, approximativement 2 millions de dollars. Dépenses américaines totales, 90 400 000 dollars. À première vue, l'analyse coût-bénéfice semble catastrophique pour l'Amérique. Mais l'économie n'est pas la mesure qui compte. Ce qui compte, c'est ceci. L'Iran engagea ses armes les plus récentes, les plus rapides, les plus sophistiquées contre un groupe aéronaval et n'obtint absolument rien. Le Lincoln ne dévia pas d'un degré de cap, ne modifia pas sa vitesse, n'annula pas ses opérations. L'attaque fut absorbée, neutralisée et suivie de représailles avant même que la plupart des membres d'équipage n'aient terminé leur petit déjeuner. Les implications plus larges se répercutèrent dans tout le golfe Persique dans les heures suivantes. Chaque adversaire nourrissant des ambitions anti-navires venait de recevoir une leçon onéreuse. Hypersonique ne signifie pas inarrêtable. La vitesse ne garantit pas le succès. Et attaquer la puissance navale américaine entraîne des conséquences délivrées plus rapidement que vos lanceurs ne peuvent se recharger. Voilà comment fonctionne la dissuasion moderne au XXIe siècle. Non par des négociations ou des déclarations énergiques, par des systèmes défensifs en couche qui transforment les armes de pointe en feux d'artifice coûteux, et par des chasseurs de 5e génération qui localisent vos lanceurs mobiles dans l'obscurité, les détruisent hors de portée visuelle et rentrent à la maison avant que vous n'ayez fini de compter vos pertes. L'Iran se présenta dans le détroit d'Ormuz pour prouver que ses missiles hypersoniques pouvaient menacer les porte-avions américains. Ce qu'il prouva, c'est qu'attaquer un groupe aéronaval de classe Ford avec quoi que ce soit de moins qu'une force écrasante relève du suicide stratégique. L'issue ne fut jamais en doute. La seule question était de savoir combien coûterait la leçon. Ce matin-là, le golfe Persique resta ouvert à la navigation. 20% du pétrole mondial continuèrent de transiter par le détroit d'Ormuz sans interruption. Aucune crise internationale, aucune flambée des prix du pétrole. Simplement 6 missiles transformés en ferraille et 3 cratères fumants là où se trouvaient autrefois des lanceurs mobiles. Certaines leçons nécessitent des explosions pour être enseignées. Celle-ci fut dispensée avec de la fusion de capteurs et les mathématiques de ce qui se produit lorsque la stratégie d'hier rencontre la technologie d'aujourd'hui.